je reviens quelques années en arrière sur la question de la responsabilité sociale, notamment un monsieur qui vient connu des secteurs de l'économie et de la stratégie, qui est Friedman, et qui déclarait que la responsabilité sociale servait à augmenter les profits. Et effectivement, l'entreprise se crée sur un territoire, elle consomme des ressources, elle crée des emplois, elle crée de la valeur ajoutée. Moi, j'ai pas de souci avec ça, l'entreprise est là pour faire du profit. D'autres théoriciens de la stratégie, notamment Porter. Oui. Alors, ils ont été. Voilà, des théoriciens plus récents, dans les années 2000, comme Porter, qui sont aussi bien connus dans les milieux économiques, disent bon, les intérêts, ils ont aussi intérêt à investir dans la responsabilité sociale, parce que ça fait partie de leur stratégie. Il y a un marché, il faut se distinguer, et ça fait partie aussi d'axes stratégiques. Là aussi, il n'y a pas de souci avec ça, à condition que ça soit réel, c'est-à-dire que l'on ne soit pas dans une greenwashing où on se repeint en vert, mais il y a le discours, il n'y a pas les actes. Mais les actes servent aussi effectivement comme élément de différenciation. Et puis, ça n'empêche pas l'entreprise d'avoir aussi ses valeurs lorsqu'elle est face à des choix cruciaux, de pouvoir se décider en fonction de leur charte des valeurs, dans les comités de direction, dans les comités. Donc, est-ce qu'on parle tous de la même chose? Oui, on parle de cette responsabilité sociale. Simplement, on est ici dans les années 70, dans les années 2000 pour les théoriciens les plus récents, et qu'entre-temps, la société elle a évolué, les mentalités aussi. Et qu'à l'heure actuelle, on est devant les jeunes diplômés. Et les jeunes diplômés n'entendent pas tenir le même raisonnement, ou en tous les cas vont aller plus loin que le discours pour s'assurer que ce que déclare l'entreprise, dans le cadre de ces organes de communication, que ce soit les sites internet ou que ce soit à travers la marque employeur pour le recrutement, si tout ça est bien raccord avec cette responsabilité sociale et environnementale. Et lorsque j'ai démarré ma recherche sur Paris La Défense, c'était en 2018, avec ce fameux collectif des jeunes diplômés pour un réveil écologique, qui faisait signer un manifeste pour un réveil écologique et qui est sorti de grandes écoles de commerce, de grandes écoles d'ingénieurs, et dont le destin était de diriger les grandes entreprises qui le rejetaient déjà à ce moment-là avec la fameuse phrase « je n'irai pas travailler chez eux ». Depuis 2018, ils ont suivi des jeunes diplômés qui sont en rupture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la voie qui était toute tracée, et ils ont pris des chemins de traverse pour créer leur propre entreprise, pour avoir une propre réflexion par rapport à cette question environnementale, climatique ou sociale. Et le film documentaire Rupture, qui a été tourné donc, par Arthur Gosset, retrace ce chemin de six étudiants, avec à la fois les réussites, mais aussi les difficultés. Et donc on est vraiment sur le terrain, on est vraiment avec eux, et je vous le conseille, ils ont pris l'initiative cette semaine de le mettre en accès libre sur leur plateforme, et donc il est parfaitement accessible sur Internet. Moi j'ai fait venir Arthur Gosset en début de mois à l'EIVP pour présenter le film et puis avoir un échange avec les étudiants, et je peux vous dire que la pertinence des questions et le nombre de questions témoignaient de l'intérêt pour ces questions. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, remise des prix à Paris Agro, le 30 avril. 8 étudiants au moment de la cérémonie de diplomation ont déclaré qu'il fallait déserter les entreprises qui étaient les jobs qui étaient destructeurs environnementaux et de social. Donc c'est un phénomène qui est d'actualité. On s'adresse à des jeunes diplômés, à la toute nouvelle génération montante, et à ce titre-là, ça constitue une vraie problématique, mais j'allais dire un véritable casse-tête pour les directions des ressources humaines, que ce soit dans les grandes entreprises comme dans les entreprises plus petites, y compris au niveau des startups. Alors pour restituer ces éléments de la responsabilité sociale et environnementale, dans l'attachement au quartier, mais c'est l'exemple de la défense, mais les résultats ils sont généralisables à tout territoire, c'est qu'on a un renversement de la considération de la RSE entre l'entreprise et les salariés. Alors nous, on ne s'est pas intéressé à ce que font les directions en termes de RSE, qui respectent un certain nombre
d'engagement et d'obligation, notamment en matière de publication, mais surtout à la façon dont les salariés qui fréquentent le territoire de la Défense le vivent. Et que ce n'est pas simplement l'entreprise qui a l'initiative dans les opérations qui sont mises en place, ce sont les salariés qui poussent l'entreprise à se transformer. Pour une raison simple, c'est que, il y a la question de est-ce que je vais aller travailler dans une entreprise sur un territoire que je peux trouver plus ou moins accueillant, et est-ce que j'ai envie ensuite d'y rester. Alors ces opérations, c'est eux qui les vivent, j'allais dire dans leur corps, presque dans leur chair, parce que lorsqu'il y a des opérations du ramassage de Lego, c'est eux qui sont à la manœuvre. Lorsqu'ils participent à des courses solidaires avec le dossard de l'entreprise sur le dos, c'est eux qui font la course. Lorsqu'ils sont mobilisés pour repeindre la cantine de l'hôpital des enfants, c'est eux qui ont le boulot au bout des mains. Et, donc ils sont directement engagés dans ces opérations. Et ce que l'on remarque, c'est que ceux qui sont volontaires pour participer, la plupart du temps, ils ont un engagement par ailleurs. Alors un engagement chez eux, un engagement associatif, un engagement syndical, voire politique, et certaines pistes, mais c'est un peu toujours les mêmes qui participent. En fait, l'entreprise, elle va davantage stimuler ce qui est déjà en eux, ce qui est déjà chez les salariés, plutôt que de susciter de nouvelles vocations. Et l'une des recommandations de l'étude, c'est effectivement de pouvoir peut-être travailler à susciter plutôt qu'à stimuler. Et eux, les salariés, ils sont très contents lorsqu'ils participent à ces opérations parce que même si c'est l'entreprise qui met à disposition des heures, des heures solidaires, donc c'est pendant les heures de travail, ils se retrouvent entre eux et ça permet de pouvoir faire communauté. Et le fait de faire communauté, c'est pour eux beaucoup plus important que les indicateurs de reporting des entreprises, c'est-à-dire une forme instrumentale où on va compter le nombre d'heures qui ont été mises à disposition des salariés, on va compter le nombre de participants. Donc on a deux mondes qui sont amenés à cohabiter. Voilà. Et une aussi des revendications des salariés, c'est de se dire on est sur un même territoire, il y a différentes entreprises, chacune organise ses opérations dites de RSE, mais est-ce que ces entreprises elles ne pourraient pas se fédérer autour de cette responsabilité sociale et environnementale et avoir, pourquoi pas, une identité commune qui émerge autour de ces problématiques-là, auxquelles l'ensemble des salariés seraient associés. Donc ça, c'est un exemple de terrain de ce que veut dire ou ce que signifie cette RSE au niveau des salariés. Pour aller un petit peu plus loin, aujourd'hui, l'univers de la RSE il est assez large. Bon, c'est devenu un langage courant, cette responsabilité sociale et environnementale, mais bien avant que le phénomène émerge, surtout en France dans les années 2000, on avait quand même l'économie sociale et solidaire qui est bien présente en France, et c'est une spécificité, notamment à travers les associations, les mutuelles, les coopératives. Et donc ils font partie du paysage. C'est l'économie circulaire avec les réutilisations des biens de consommation. C'est les normes ISO qui permettent aux entreprises qui veulent se lancer dans une démarche de pouvoir s'ancrer sur une norme et puis sur un processus qui est labellisé et qui est contrôlé, à partir duquel ils vont pouvoir communiquer à l'extérieur. Mais c'est aussi des labels plus internationaux qui sont mis en place et qui permettent aux entreprises de pouvoir attester de la réalité, de la sincérité de leur engagement. Et c'est aussi, en France, la question de la raison d'être qui a émergé il y a 3 ans avec l'Aéropacte dont nous allons parler. Alors, cette raison d'être, elle émerge à cette occasion. Il faut savoir que cette loi, en fait, à la base, c'est un certain nombre de chercheurs du Collège du Bernardin qui ont travaillé à partir de 2015 avec des travaux très importants qui ont été menés avec le Villain Ségrestin qui sont à la base d'un certain nombre d'apports en termes conceptuels, et puis après c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre
à différents ministères en 2018, qui a été mené par Nota, Senard, l'ancien PDG de Michelin et l'ancien secrétaire général de la CFDT, et qui ont élaboré ce rapport à partir d'une vaste enquête qui a été faite au niveau des entreprises. Moi, je suis intervenu sur la question de la raison d'être en amont, c'est-à-dire au moment où elle avait été instituée ou nommée en tant que telle pour commencer à observer les effets dans l'entreprise. Donc c'est à partir de 2018-2019, et c'était au moment où notamment je soutenais ma thèse. Cette loi Pacte, elle a été établie sur 3 niveaux. Donc c'est la fusée à 3 étages, c'est l'intérêt social élargi. L'intérêt social élargi, c'est qu'aujourd'hui, et c'est inscrit dans la loi, toute entreprise se doit dans son activité, petite ou grande, de prendre en considération les enjeux socio-environnementaux. Ça c'est la base pour l'ensemble des entreprises. Voilà, on ne le veut pas, en fait, on rentre directement dans le dispositif. Le deuxième étage, qui est l'étage optionnel, c'est la possibilité pour l'entreprise de définir une raison d'être. Et on va venir plus spécifiquement sur ce concept. Optionnel, donc elle n'est pas obligée de rentrer dans ce dispositif-là. Et puis, le troisième étage, c'est un niveau qui est laissé aussi à l'appréciation de l'entreprise, qui est plutôt français comme dispositif, qui est l'entreprise à mission. C'est non seulement l'entreprise, elle prend des engagements envers le social, envers l'environnemental, mais en plus, elle se dote d'une instance qu'on appelle un comité de mission, et qui sera là pour à la fois superviser et vérifier que les engagements sont bien tenus. Donc c'est un système interne qui permet de pouvoir à la fois rendre des comptes, mais aussi servir de repère ou de boucle. Alors nous allons plus particulièrement regarder cette question de raison d'être. Et le chemin n'a pas été simple parce que lorsque Nota Senard sort le rapport en 2018, on a un premier élément pour essayer de définir cette raison d'être. Alors on dit qu'elle exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Bon, l'objet social est devenu un inventaire technique, il est nécessaire de le ramasser en une formule qui donne du sens à l'objet collectif qu'est l'entreprise. C'est comme ça que dans le rapport, les deux dirigeants expriment cette raison d'être. Ça fait son chemin, puisque le rapport est remis aux différents ministères, ça passe après à l'Assemblée nationale, et puis, de nouveau, comment est-ce qu'on va définir cette raison d'être. Alors, il y a une étude d'impact qui est diligentée, et qui la définit ainsi. La raison d'être est le motif, la raison pour laquelle la société est constituée. C'est elle qui détermine le sens de la gestion, et en définit l'identité et la vocation. Donc là, on est déjà sur des termes qui vont nous rapprocher de ce que l'on considère être cette raison d'être aujourd'hui, lorsqu'on parle d'identité, lorsqu'on parle de vocation. Mais ça ne sera pas, in fine, la formule qui sera retenue dans la loi, puisque cette loi qui modifie à la fois l'article du Code civil et du Code de commerce définit cette raison d'être ainsi. Ce sont les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter les moyens dans la réalisation de son activité. Ce qui veut dire qu'on est dans une définition qui est assez floue, avec des contours qui sont assez larges, et qui, en fait, ont nécessité d'aller plus loin dans les travaux pour donner un repère plus concret, plus opérationnel à l'entreprise. Et les députés s'étaient même tournés vers le Conseil d'État pour essayer d'avoir un point de vue. Voilà, et le Conseil d'État avait donné cette position, c'est un dessein, une ambition ou toute autre considération générale tenant à l'affirmation de valeurs ou de préoccupation de long terme. Voilà. Donc là, on est dans une définition qui est un petit peu plus métaphysique, mais qui laisse une latitude assez importante pour pouvoir définir cette raison d'être par les entreprises. Alors c'est là où nous, on est intervenu en tant que travaux de chercheurs pour dire finalement comment est-ce que l'on pourrait définir de façon plus concrète cette raison d'être. Et donc on s'est replongé rapidement dans l'histoire de la gestion pour essayer de trouver ses origines, alors plutôt des origines anglo-saxonnes, notamment autour de la mission, notamment autour du but ou du purpose, notamment autour de la vision,
notamment autour des valeurs, pour regarder comment ces choses-là peuvent s'étager. Parce qu'on se rend compte entre les définitions que je viens de donner de l'étude d'impact, du Conseil d'État ou du rapport Nota-Senard, qu'on va trouver à l'intérieur de la raison d'être des éléments qui ont lié à la mission, des éléments qui ont lié aux valeurs et des éléments qui ont lié à la vision. Alors, la vision dans le modèle stratégique, c'est une notion qui est très ancienne, on est en 1960 aux États-Unis, c'est Levitt, c'est un article de la Harvard Business Review à l'époque, qui dit voilà, les organisations en fait elles définissent leurs activités de manière trop étroite. Il dit par exemple, on va dire en 1960, une compagnie de chemin de fer devrait considérer son activité comme un moyen de déplacer les personnes. Bon. Donc effectivement, de pouvoir élargir ce périmètre. Alors, je vous donne un exemple aujourd'hui, on est en décembre 2021, c'est le groupe SNCF qui vient de définir sa raison d'être pour la deuxième fois, et elle est définie ainsi, alors je vous dis simplement un extrait, la SNCF a pour mission de contribuer à la vitalité de la société et de ses territoires. Nous offrons des services de transport indispensables au dynamisme économique et au lien social, indispensables au développement des territoires pour le bien-être de leurs habitants, et indispensables enfin pour réussir la transition écologique. Donc on voit bien que sur une raison d'être qui a été définie il y a à peine 5 mois, finalement on est un peu dans ce que disait déjà Lévy dans les années 60. Drucker, lui, années 73, parlera de but. Il disait « La plus importante raison de frustration et d'échec dans les entreprises provient d'une réflexion insuffisante de leur raison d'être. » Donc, il y a déjà ces éléments qui sont présents à ce moment. Alors ça pourrait être considéré, cette référence à la mission, sur le poids, c'est-à-dire par rapport à ce que produit l'entreprise, par rapport à son vie. Alors, ensuite, on a bien sûr le domaine des valeurs, mais qui est beaucoup plus connu, où les entreprises ont l'habitude de travailler là-dessus, notamment pour avoir des références lorsqu'il faut prendre des décisions, avoir des repères, avoir des codes de comportement, pouvoir travailler les cultures, la cohésion interne. Et ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus courant dans l'entreprise. Et puis après, on a la question de la vision. La question de la vision est beaucoup plus récente, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire référence à un futur. Alors, un futur désirable, une intention par rapport à cet avenir-là dans lequel l'entreprise va vouloir s'inscrire et certainement aussi embarquer les collaborateurs faisant partie de ce qu'on appelle les parties prenantes. Alors c'est qu'on a tendance à les mettre au même niveau que les clients, les fournisseurs ou les banques, mais ces réflexions sont quand même de nature à pouvoir embarquer à la fois en interne et en externe. Et donc on va avoir cet effet de vision pour pouvoir travailler ce troisième niveau de la raison d'être. Alors après, qui est concerné par la raison d'être? La raison d'être, c'est très clair dans le rapport Nota-Senard, et c'est très clair dans la loi. In fine, ce sont les actionnaires, ou en tous les cas l'Assemblée générale ou le conseil d'administration, qui vont entériner cette raison d'être. Donc à partir du moment où c'est entériné, cette raison d'être, pour celles et ceux qui la choisissent, elle est inscrite dans les statuts de l'entreprise. Et une fois inscrite dans les statuts, on pourrait dire qu'elle est gravée dans le marbre. Alors peut-être pas pour toujours, parce que les circonstances peuvent amener l'entreprise à la faire évoluer. Après, on ne change pas les statuts tous les jours, et donc ça veut dire qu'on est plutôt sur un engagement de long terme, quand sur la stratégie, on est plutôt sur des engagements de court ou de moyen terme. Donc il y a une notion de temporalité par rapport à cette raison d'être qui est importante. Voilà. Alors, inscrit dans les statuts, ça ne veut pas dire que seuls les actionnaires vont participer à l'élaboration, ça ne veut pas dire que seul le conseil d'administration ou le comité de direction va y participer. Ça va être toute la réflexion de savoir qui va pouvoir être concerné dans l'élaboration de cette raison d'être et comment est-ce qu'on va pouvoir faire participer le plus grand nombre. Et je vais y revenir dans un petit instant. Autre élément de sujet de réflexion, parce qu'on parle de raison d'être,
Je vous ai dit que la réflexion est venue de la part des équipes du collège des Bernardins. Ils se sont inspirés des philosophes, et donc parlant de raison d'être, il faut aller chercher de ce côté-là aussi. Si on parle de volonté, on est c'est Ellul, le philosophe qui avait écrit la raison d'être, et il y a une inspiration qui vient de ses écrits. Mais on nous dit, mais tous ces philosophes, ils ont réfléchi à partir de l'humain. Lorsqu'on parle de volonté, on parle de volonté des femmes et des hommes, on ne parle pas des entreprises. Alors, ça a mené un débat par rapport à ça, mais le rapport qui avait été remis disait bien, à partir du moment où ce sont les actionnaires qui s'engagent, à partir du moment où c'est le conseil d'administration, ce sont bien les personnes qui composent l'entreprise, et non pas l'entreprise fictive qui va s'engager. On est bien sur le collectif, on est bien sur le projet. Autre élément de réflexion, c'est la vocation de l'entreprise. L'être et la vocation, alors on est plutôt sur le calling, pour l'appellation anglo-saxon, c'est un peu cet appel, mais c'est un appel transcendant, c'est quelque chose qui nous dépasse, dans lequel l'entreprise voudrait s'inscrire, et donc quelque chose qui est plus grand que soi, et qui nous amènerait à pouvoir définir quelque part un destin pour cette entreprise dans la société. Et enfin, le troisième élément de réflexion, ce sont les questions d'identité de l'organisation. Alors, l'identité, on est très proche de la culture, mais on va s'intéresser à des éléments qui sont plus profonds, où on va revenir dans les racines de l'organisation, ce qu'elle était à son fondement. Et là, c'est plutôt un travail d'historien, par exemple, qui peut être bien. Alors, pour illustrer ces éléments, on a regardé comment est-ce que la raison d'être est élaborée par les entreprises du CAC 40. Et on a pris l'exemple d'une entreprise non membre du CAC 40 qui a élaboré la raison d'être d'une façon différente. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, encore aujourd'hui, si vous avez 60% à peu près des entreprises du CAC 40 qui ont défini une raison d'être, 10% seulement l'ont inscrite à l'instant. Donc, 2 tiers l'ont défini à peu près, mais seulement 10% l'ont inscrite. Si ce n'est pas inscrit dans les statuts, ce n'est pas un socle pour un engagement. En tous les cas, on ne peut pas y faire référence en cas de difficulté, par exemple. Et puis, il y a plein d'entreprises en France qui ont défini leur raison d'être en passant par les services de communication et de marketing. C'est environ 60, on est aussi sur les 2 tiers de ces entreprises. Et puis d'autres entreprises, je vais prendre des exemples tout à l'heure, qui ont fait un travail différent, donc plus ancré dans ce qu'elles sont au niveau de leur identité. Et ça va donner des résultats qui sont un petit peu différents, à la fois sur l'appropriation. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque on a une difficulté à pouvoir faire vivre cette raison d'être, c'est un problème d'appropriation par les collaborateurs. Parce qu'à un moment donné, il y a 2 processus, ou de concertation, ou de diffusion, il y a quelque chose qui ne prend pas. Et puis après, ça dépend aussi de la façon dont cette raison d'être est exprimée à partir des éléments que je viens de citer. On voit par exemple que, à la fois sur les éléments qui sont mis en œuvre, on va bien avoir des raisons d'être qui vont faire référence au profit. Des raisons d'être qui vont faire référence à la relation avec les fournisseurs ou les clients. Des raisons d'être qui vont être en résonance avec l'efficacité ou l'excellence. Des raisons d'être plutôt en relation avec la cohésion interne, donc davantage tournée vers les collaborateurs. Et puis la plupart, on va retrouver, comme celle que je viens de citer à propos de la SNCF, quand même un lien avec la RSE. Avec le développement durable, c'est-à-dire ce qui était plutôt du ressort de la responsabilité sociale et environnementale. Et là, on est plutôt sur des exercices qui ont plutôt été faits à partir de la communication, à partir du monde. Un autre type d'exercice qui a été fait sur des questions plus d'identité et d'histoire, et donc en travaillant davantage sur les questions du comment, sur les questions du pourquoi, sur les questions du quoi, c'est-à-dire les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, on a une raison d'être qui va plutôt s'inscrire dans la notion de vocation.
la notion de vocation de l'entreprise, donc dans quelque chose de beaucoup plus transcendant, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à des éléments qui vont dépasser le type d'entreprise. Alors, je vois par exemple le cas d'Artelia, qui est un groupe d'ingénieurs important, qui avait, donc ce sont des ingénieurs, des bâtisseurs, du calcul, des bureaux d'études, donc j'ai un métier très, très concret, très opérationnel. Et eux, ils ont défini leur raison d'être de cette façon-là. Dessiner une vie positive, c'est concevoir une équipe avec un patrimoine humain engagé, une ingénierie innovante, globale, locale et agile, adaptée au changement, avec une âme humaine et contournante. Et le raccourci de cette raison d'être, c'est créer des solutions pour une vie positive. Donc là, on voit sur cet exemple-là que les termes qui sont choisis, et donc qui ont été choisis par les collaborateurs qui ont participé à la concertation, évoquent très peu le métier de l'entreprise. Alors, il y a ingénierie innovante, mais on n'imagine pas forcément des machines ou des calculs ou enfin, tout ce qui va faire le métier de l'ingénieur. Mais une attention sur les questions humaines. Et effectivement, il y a dans l'entreprise une vigilance par rapport à cette cohésion en interne. Et puis, lorsqu'on va parler d'âme humaine incontournable, c'est pas très courant que dans des aspects plutôt tournés vers la communication ou le marketing, on va employer des termes comme celui-ci. Donc c'est le travail qui a été fait pour se rattacher davantage sur ces questions de vocation, sur ces questions de quête existentielle, et qui permet d'inscrire le destin de l'entreprise dans ces notions-là, et puis de pouvoir embarquer après le collectif, c'est-à-dire les collaborateurs. Autre type de raison d'être, je vous ai cité les toutes premières, parce que ce sont les premiers groupes qui se sont lancés dans ces raisons d'être et qui l'ont inscrite dans leur statut. Bon, on a la société Atos, où leur mission est définie par de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l'éducation, de la recherche, dans une approche pluriculturelle, contribuant au développement de l'excellence scientifique et technologique. On voit bien que l'on dépasse le métier même de l'entreprise en termes de solutions de services ou digital. Pareil pour Veolia, contribuer au progrès humain en s'inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C'est dans cette perspective que Veolia se donne une condition de ressourcer le monde en exerçant son métier de service à l'environnement. Donc ressourcer le monde, c'est la version courte de la raison d'être de Veolia. On voit bien là aussi, dans cette expression, que l'on dépasse complètement les différents métiers de Veolia. Pareil pour Carrefour, l'ambition d'être leader de la transition alimentaire pour tous. Pareil pour, vous la connaissez bien, le MEDEF, agir ensemble pour une croissance responsable. Et puis, l'entreprise Maïf, convaincue que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons, c'est-à-dire l'attention sincère, au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions, c'est notre raison d'être. On est loin de l'assurance, auto, habitation. Donc, c'est ça ce que j'ai nommé, cet effet de quête existentielle, de transcendance, que l'on va retrouver dans ces raisons d'être, qui ont été constituées dans cet esprit-là et qui correspond à la définition que l'on peut faire en termes de mission, en termes d'identité, en termes de vocation, comme on l'a vu. Ce qui veut dire qu'à ce stade, lorsqu'on parle de raison d'être, et pour faire la transition avec la RSE, vous avez sur la partie gauche tous les éléments qui sont peut-être ancrés dans une vision avant la raison d'être de l'entreprise. Bon, on a un désir de réussite, on a une volonté de définir son métier, on a la volonté de définir des valeurs entrepreneuriales. Et lorsqu'on le passe à travers le filtre de la raison d'être, eh bien, on va rajouter l'utilité, c'est-à-dire l'utilité pour l'extérieur, pour l'environnement, la contribution de nos métiers, dans le cadre de la société soutenable, et aussi des valeurs éthiques et sociétales qui vont venir caractériser la raison d'être de l'entreprise. Et ce que vous retrouvez ici correspond
avec les définitions que vous avez là, qui sont réelles, concrètes, et sur lesquelles ces entreprises-là ça s'engagent et les font vivre au quotidien. Alors, tout ça pose la question de façon opérationnelle à la façon de pouvoir parvenir à approcher la raison d'être. Alors, il y a eu une loi, mais une règle à travers ça, c'est que c'est toujours difficile, quand on est sur des textes qui sont ramassés en quelques lignes, de vouloir exprimer à la fois la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise, d'être à la fois précis, d'être à la fois simple, et vous avez vu que certaines raisons d'être, il faut les relire plusieurs fois pour vraiment s'en imprégner. Et puis la difficulté aussi d'être général, de vouloir tout englober, parce que parfois on ne peut pas tout mettre à l'intérieur. Bon, donc ça, il faut quand même en tenir compte dans la façon dont on va cheminer pour élaborer cette raison d'être. Certaines entreprises comme Atos, eux, se sont basées sur des éléments très connus de la stratégie. Ils ont décliné la prospective, la perspicacité, la vue croisée, ils ont fait une large consultation en interne et se sont basés sur ces éléments. Et puis, d'autres entreprises, comme le cas d'Artelia, sont passées sur des pratiques plus collaboratives, c'est-à-dire en mobilisant l'intelligence collective, en formulant des options, en passant aussi par des votes en interne pour se mettre d'accord sur telle ou telle partie de la raison d'être, de façon à pouvoir aboutir à un consensus. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir travailler à un cadre d'élaboration, et ça fait partie, en tous les cas, des groupes de recherche auxquels j'ai participé, pour avoir quelques principes qui nous guident. C'est à la fois d'avoir une raison d'être qui soit ancrée sur ce que fait l'entreprise, sur son intérieur, sur j'ai une identité assez profonde, de pouvoir favoriser cette raison d'être par l'appropriation par les collaborateurs, parce qu'elle ne peut pas rester simplement de façon superficielle, j'allais dire aérienne, parce que sinon on va être complètement hors sol. L'émergence, j'en ai parlé, c'est provoquer aussi des effets de sens. Alors, les effets de sens, ce sont pour les collaborateurs, mais c'est aussi pour la direction, pour les dirigeants. À un moment donné, je dois prendre une décision, je vais me référer, j'ai une boussole, et ces décisions, je vais les prendre en fonction de ce que j'ai marqué dans les statuts. Et dans ce cadre-là, ça va me permettre de faire des choix. C'est aussi s'ouvrir à des intérêts plus larges, des intérêts pluriels. Simplement le métier d'entreprise, alors c'est déjà effectivement exercer ce métier, mais quand je l'exerce, quelles en sont les conséquences, quels en sont les impacts, et pour pouvoir imprégner aussi ce qui se passe autour de moi. Et là, on va faire la transition avec la question de l'impact. Parce que l'impact sociétal, dont il est beaucoup question aujourd'hui, va au-delà de la raison d'être. La raison d'être, c'est le socle qui est établi par la loi, qui donne cette option. Les entreprises la définissent, mais ce n'est pas parce qu'on a défini la raison d'être que l'on est concrètement dans l'impact. Ça va demander un travail un petit peu plus. Alors pour illustrer cette partie-là, les travaux nous ont amené à distinguer la partie identité de la partie singularité dans une entreprise. La partie identité, on est dans ce qui est plutôt visible. Alors, ce sont les attributs qui vont composer l'entreprise. Le côté visible, ça peut être par exemple des questions d'image, de logo, de valeurs aussi que l'on va pouvoir inscrire. On est plutôt dans le domaine de la stratégie, parce que l'identité, elle va à la fois se structurer, se construire au fil du temps. Parfois, ce sont aussi des crises qui permettent à l'entreprise de se structurer. Et Erwin Goffman, c'est lui en fait qui a instauré la métaphore de la barbe, disait finalement cette identité, ça s'enroule. Voilà, au fur et à mesure de l'existence, et ça permet de pouvoir constituer plutôt quelque chose qui est agréable, quelque chose qui fait parler de cette structure. C'est quelque chose qui se voit, quelque chose à laquelle on se réfère et qui est sous-tendu. Parce que pour pouvoir tenir ce sucre autour, il a besoin en fait d'être porté. Et donc la singularité serait plutôt cette tige, qui ne soit pas forcément, mais qui est là pour porter l'identité. Et donc on va plutôt parler d'essence, si je m'en réfère tout à l'heure aux références philosophiques. Ça va être ce qui nous anime, ça va être le capital de départ aussi de l'entreprise.
l'entreprise, elle est née avec un fondateur. Il a donné une idée, en général une bonne idée. L'entreprise, elle s'est développée. Elle a eu ses succès. Elle a traversé aussi ses crises. Et c'est parfois pendant ces crises que l'on va se reconnecter à ce qui a fait, à un moment donné, le succès et la dynamique de l'entreprise. Et ce lien avec les fondateurs, il est assez... il est primordial. Alors lorsqu'il est toujours là, ça permet de pouvoir le rencontrer, de s'y référer, avoir sa parole. Et puis, quand il n'est plus là, on va se référer à des textes fondateurs, on va se référer à un certain nombre d'éléments de l'entreprise qui vont pouvoir nous donner des informations. Et donc, singularité, on est quelque chose qui est beaucoup plus sur la Alors, quand on est rentré dans cette compréhension-là de singularité, identité, c'est-à-dire qu'on est en train de retrouver le fil originel, le fil conducteur, on peut s'intéresser à comment fonctionne l'entreprise. Quel est ce qu'on peut appeler un scénario de succès. Le scénario de succès, en fait, c'est une recette. C'est comment est-ce que l'entreprise elle fonctionne. Et comment est-ce qu'elle fonctionne quand ça va bien, c'est-à-dire quand il y a des décisions qui entraînent un développement, qui entraînent un succès, quand il y a une opération qui fonctionne bien, ou quand en interne, au niveau des collaborateurs, on se dit, bon, là on a fait une bonne opération, ça s'est bien passé. Et on s'aperçoit que lorsqu'on discute avec les dirigeants, avec les managers, et qu'on leur demande de nous raconter ces scénarios-là, comment ça se passe, c'est un petit peu toujours la même histoire qu'ils vont raconter. Alors l'objet peut être différent, mais ça va suivre un cheminement qui va nous éclairer sur la façon dont elle fonctionne. Alors, quand je dis l'ingrédient ou la recette, c'est la façon dont on fait le gâteau, c'est la façon dont on fait la salade. Alors, on a les ingrédients, mais bon, il y a peut-être la qualité des ingrédients, il y a la recette, voilà, dans quel ordre on va les incorporer, mais c'est peut-être pas le même chef qui va monter le gâteau, et à un moment donné, il va y avoir un petit peu le tour de main qui va être différent d'une entreprise à l'autre. Et ce tour de main, il est un petit peu immatériel parfois, et c'est ce que l'on va essayer de détecter pour remplir cette question de la raison d'être. Alors, on va partir d'une situation de départ qui en général peut poser souci, ou peut en tous les cas être générateur d'une tension entre ce que peut être l'entreprise est vraiment et ce qu'elle voudrait être, et comment est-ce qu'elle va pouvoir concilier ces deux éléments, notamment lorsqu'elle se met à travailler sur cette raison d'être. C'est quelles sont les conditions dans l'entreprise, les conditions du passage à l'action, les conditions qu'elle va se mettre dans cette décision-là. C'est quelle est la compétence naturelle de l'entreprise, et là on va parler du savoir-faire, donc c'est comment est-ce que cette entreprise elle fait les choses, quelle expérience elle fait vivre à ses interlocuteurs. Ça peut être en interne, mais ça peut être aussi en externe lorsqu'elle est dans cette mise en action. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça va produire? C'est-à-dire que concrètement, quel va être l'impact en externe, donc là, on pourrait parler de valeur ajoutée durable, et au nom de quoi cet impact il va être créé, est-ce qu'il va être généré. Et donc c'est là où on va avoir cet effet de transcendance que l'on a retrouvé dans l'expression des raisons d'être, c'est-à-dire tellement au nom de quoi est-ce que l'on fait les choses. Et ça, au nom de quoi, au nom de quel principe, au nom de quel intérêt supérieur, et c'est le travail qui va se mettre en place avec les personnes qui vont participer à cette définition. Alors là-dessus, on pourrait, j'avais pris trois exemples. Bon, l'exemple d'Artedia que j'ai décliné tout à l'heure, où l'intention était de pouvoir dessiner ces vies positives, mais bon, lorsqu'on bétonne des quartiers, voilà, c'est parfois difficile, y compris pour les collaborateurs, de se dire on est quand même dans une vision qui est positive et co-responsable de notre métier, et comment est-ce que l'on va transcender tout cela, et eux, leur expression était, au nom de cette âme humaine incontournable, mais qui était liée en fait aussi à la responsabilité de l'ensemble des collaborateurs qui font leur métier, parce que c'est une prestation qui est intellectuelle, et donc qui implique directement les personnes qui sont autour des projets. Sur une entreprise qui travaille dans les énergies, on peut trouver une tension entre comment est-ce qu'on considère à la fois les mutations du monde, mais aussi les mutations des individus. Et là, ça peut aussi rejoindre les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure sur
les questions d'engagement, y compris les jeunes collaborateurs dans l'entreprise. Bon, on peut aussi avoir des objectifs. On peut parler d'abondance. L'abondance, elle peut être financière pour l'entreprise, mais elle peut être aussi par rapport au monde qu'on laisse, au monde lié avec ses liens sociaux, ses liens environnementaux. Et puis notre entreprise qui est assez connue sur les réseaux sociaux, on développe des groupes, on anime le débat, on n'est pas toujours bien vu, on a parfois des difficultés à pouvoir s'implanter dans des États ou sur des territoires, et comment est-ce qu'on peut faire comprendre à toutes les parties prenantes qu'ensemble on peut construire une meilleure société. Une meilleure société, c'est la société, c'est pas l'entreprise de réseaux sociaux, ça va de beaucoup. Alors tout ça pour vraiment poser cette question de la place de la raison d'être, de l'impact de la stratégie. On voit bien que lorsqu'on raisonne sur du court moyen terme, on est sur l'aspect stratégique de la société, on l'a évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on tend à pouvoir définir ces principes qui nous animent et qui sont aux côtés de l'objet social, c'est-à-dire aux côtés du métier de l'entreprise auquel on peut se référer en termes de boussole, on va être à cette raison d'être. Et la raison d'être, elle ne s'invente pas. La raison d'être, elle va se révéler, c'est-à-dire qu'elle va venir de l'entreprise, des profondeurs de l'entreprise, de son identité. Et c'est le travail, c'est un travail en fait pour pouvoir la révéler. Et elle va être le socle de ce qui va être ensuite l'impact de l'entreprise sur son écosystème. C'est-à-dire la partie basse que j'ai montée tout à l'heure. Et cet impact, en fait, il ne se génère pas comme ça, il se construit au fil du temps et au fur et à mesure des décisions que l'entreprise va être amenée à prendre. Et je prendrai l'exemple tout à l'heure pour conclure de la manif là-dessus. Donc cet impact, on doit pouvoir le mesurer à un moment donné. Les salariés doivent pouvoir s'en rendre compte, les fournisseurs, les clients. Et cet impact, lorsqu'il est vraiment en lien et en résonance avec cette raison d'être, il produit des effets. Alors les effets, ça va être vis-à-vis de la marque employeur, d'être attractif, attirant pour les jeunes diplômés. Ça va avoir des retombées sur le chiffre d'affaires, ça va avoir des retombées sur la valeur d'entreprise, sur son image aussi. Et là, on va revenir sur des notions support de l'entreprise très concrètes, très opérationnelles, sauf qu'on n'est pas dans de la cosmétique, on le fait à partir d'éléments qui viennent de l'intérieur et qui résonnent. Alors, je vais parcourir avec vous une échelle qui est un modèle et qui permet de pouvoir faire un petit peu de catégorie. Et la catégorie est toujours intéressante lorsqu'on veut passer sur la phase opérationnelle. C'est qu'aujourd'hui, si on a une entreprise qui se définit uniquement au niveau de ses besoins, sans forcément se questionner, sans forcément se remettre en question et voir quel impact l'on peut avoir, on est dans une entreprise qui peut être complètement détestable. Et ça, c'est les jeunes diplômés qui le disent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça crée une barrière et puis les gens ne veulent pas y aller, ou s'ils y sont, ils ont envie d'y partir. On peut avoir une deuxième catégorie qui est celle d'entreprise qui est plutôt sur de la réaction. Alors la réaction, on va plutôt être dans une entreprise qui va être sur de l'opportunité. Quand je dis opportunité, c'est pas forcément du greenwashing, c'est peut se dire, bon, mais il y a un marché, il est là, il y a de la concurrence, et puis nous, on a aussi envie de se démarquer, et puis on va investir et faire savoir qu'on investit dans telle opération sociale ou environnementale. C'est la plupart des entreprises que l'on rencontre. Mais déjà, elles s'intéressent à ces aspects-là, donc on peut dire qu'elles sont questionnables, parce qu'il y a quand même un processus qui se met en place. Mais c'est avant tout les intérêts de la société, de l'entreprise, qui est l'entreprise commerciale, qui sont considérés. Si on va un petit peu plus loin, on a l'entreprise qui va rentrer en conscience avec cette question d'impact et va plutôt penser à la durée. Comment est-ce que je vais pouvoir m'inscrire en tant qu'entreprise, mais comment est-ce que je peux aussi m'inscrire dans un monde qui a besoin de se projeter. Et donc c'est une entreprise qui va peut-être commencer à faire des renoncements, en disant par exemple telle activité, je ne peux plus investir, alors même si ce n'est pas interdit par la loi, voilà, mais m'oblige à investir dans le tabac, dans le sucre, parce que je peux aussi faire différemment.
Bon, et ce sont des règles que je vais m'imposer, au nom peut-être de la raison d'être que j'ai élaborée, et qui va me servir de repère à ce niveau. Donc c'est pas parce que j'y suis obligé par la loi, c'est pas parce que j'y suis obligé par la réglementation, mais parce que ça fait partie de la démarche interne. Et que ça va peut-être m'amener à être, en persévérant, beaucoup plus aligné. C'est-à-dire peut-être en osant à un moment donné développer des actions, des activités qui ne sont pas forcément des éléments qui sont connus sur le marché. Donc je vais peut-être faire des choses que les autres n'oseront pas faire. Et donc on va peut-être le qualifier d'entreprise honorable, parce qu'il y aura eu au moins cette façon de pouvoir se positionner différemment, y compris en prenant des risques, et des risques stratégiques. Peut-être que vous avez entendu parler de l'exemple de la CAMIF, dont le dirigeant du fameux Black Friday a décidé de fermer le site, puisque la CAMIF ne fait que de la vente en ligne, et le jour du Black Friday, le dirigeant avec son comité de direction a pris la décision, ce jour-là, de fermer le site. C'est-à-dire que le site de la CAMIF n'était plus accessible un jour de grande affluence et de gros achats voilà, sur tout le territoire. Voilà. C'est un risque qui a été pris à ce moment-là, et au nom de la raison d'être qui avait été élaborée par la CAMIF. Voilà. Et puis après, on peut avoir, si on va beaucoup plus loin, une organisation qui va servir de repère peut-être aux autres, voilà, qui va se révéler indispensable de par les opérations qu'elle va être emmenée. Et puis si on va un petit peu plus loin, on va être dans des entreprises qui vont être en ouverture. Alors ça peut être des actions qui sont menées avec des entreprises qui vont durer. Bon, j'ai pris l'exemple de l'ONU, mais ça peut être aussi des ONG que l'on va retrouver dans cette catégorie-là, et qui fait qu'à un moment donné, même au-delà de la vie d'entreprise, on va se souvenir qu'il y a eu telle ou telle action qui ont été. Alors, ça nous amène à se poser la question pour les entreprises, mais aussi pour les dirigeants, pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est la relation au don. Parce que lorsqu'on est dans ce questionnement, c'est-à-dire au moins à partir du R et pour les autres catégories, c'est finalement qu'est-ce qu'on a à donner. Alors, est-ce que ce don on l'a repéré d'abord, parce qu'on peut aussi faire son métier, on est pris par le quotidien et on ne s'est pas forcément interrogé sur ce don-là. Ben, le don, ça va être ce qu'on peut mettre en relation avec la raison d'être, mais aussi c'est comment est-ce qu'on en fait profiter les autres. Hein. Donc j'ai un don, j'en ai conscience, si je l'ai trouvé, et puis comment est-ce que les autres peuvent aussi bénéficier de ma façon de